she's better call the traffic jam. Oh, 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 oh. Stopping traffic everywhere. Waiting, rolling around without a care. I'm gonna go and get me one, baby. Would you like to have some fun? Traffic stopper, so fine, so fine. Ow, she looks so good, it just don't make no sense. Traffic stopper, so fine, so fine. You better watch out, or you might cause an accident. Just to watch her is a pleasure. That girl is perfect each and every way. I can stop and stare forever. I can stare forever, baby. Ain't no better way to spend the day. Ooh, she's got what it takes to please ya. Knows just how to teach ya. With a body that could kill a man. Bonjour, bienvenue, merci d'être là, il est 11h05 et nous allons donc débuter. On peut garder le fond musical, ça fait, comme on dit en radio, un tapis sonore, mais voilà. Donc bonjour à vous qui êtes ici à Laval et bonjour à vous qui êtes chez vous ou ailleurs, de l'autre côté de l'écran, pour nous suivre en direct. Et nous allons parler d'un sujet avec une jolie formule, je pense que les auteurs ici présents en conviendront, l'archéologie des origines. C'est vrai que l'archéologie, c'est la science des choses antiques, c'est le langage du passé. Il y a le mot science, il y a le mot antique. Alors, vos livres ne nous ramènent pas à l'Antiquité, mais en tout cas, et c'est une introspection, un voyage dans le passé. Avec nous bientôt, donc Delphine Arbaud-Pariante, une nuit après nous. Delphine va arriver, voilà, vous savez tout. Nous avons également Salah Dieng pour ce livre qui est épistolaire, mais pas que, La dernière lettre. Avec nous également Dimitri, et comme on est sur Internet, je vais montrer la couverture si vous êtes d'accord, hein, car les couvertures ont aussi beaucoup à dire sur les livres. Dimitri Rouchon-Bory, Le démon de la colline au loup, et puis Annie Loulou, La mer Noire dans les Grands Lacs. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dévoiler toutes les subtilités du livre. Vos 3 livres nous plongent dans des univers différents. Néanmoins, une question s'impose. Est-ce que vous, Salah, vous avez eu l'impression d'être archéologue en écrivant ce livre? Alors, ce livre est sorti en 2008. Et ce qui est peut-être intéressant, avant de rentrer dans le détail, c'est de se poser la question, puisque 2008, c'était il y a quelques années en arrière, dans votre livre, où l'héroïne va écrire une lettre à un ami qui s'appelle Serge. Je ne dis pas encore où est l'héroïne qui écrit la lettre, on aura l'occasion d'en parler. Elle nous remet dans le contexte de l'époque qu'on a oublié un peu vite. Il y avait des gens comme Brice Hortefeux, dont on ne peut pas dire objectivement que ce soit des amis d'une ouverture totale à l'extérieur. Elle le cite, c'est pour remettre, ça fait rire dans la salle, mais tant mieux, pour remettre dans le contexte de l'époque. Alors, emportez-nous dans ce passé qui n'est pas si loin, mais qui paraît déjà lointain, 2007-2008. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, écrivaine, quand vous décidez de construire cette lettre ? Voilà, le bouton magique, voilà, vous avez tout compris. Alors, 2007-2008, j'étais étudiante en France. J'ai étudié la science politique et j'essayais d'écrire un roman en même temps. Et bien évidemment, j'étais plongée dans l'environnement politique de l'école, de l'époque. Étant étudiante en sciences politiques, je ne pouvais pas faire autrement. Et aussi dire que le contexte de géopolitique de l'époque n'a pas forcément eu un impact sur ce que j'écrivais. Parce que c'est aussi un roman de l'enfermement. C'est une femme qui écrit depuis la prison. Mais c'est une femme aussi qui est partagée entre 2 cultures. Elle vient du Sénégal, était en France et écrivait à Serge, son meilleur ami, pour lui expliquer les raisons de son emprisonnement. Donc, parler du contexte de l'époque, bien sûr, Brice Hortefeux, mais je pense que c'est vraiment subsidiaire, sinon... comment dire, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas l'essence, mais alors dans quel état d'esprit vous étiez? Puisque en 2007-2008, vous n'étiez pas encore à Édimbourg, où aujourd'hui vous avez une activité universitaire, comme vous le disiez à l'instant, vous étiez étudiante. Donc on peut s'imaginer, même si Paul Éluard disait que le hasard n'est qu'un rendez-vous, que ce livre n'est pas arrivé par hasard dans votre vie. Exactement. Donc j'étais dans un état de confiance. 2007-2008, j'étais plongée dans les circonstances de l'époque, mais j'essayais aussi d'écrire un roman qui, bien que sombre, disait aussi sa part de lumière. Donc une mère
en prison, qui écrit à son meilleur ami, qui se raccroche à ses souvenirs, qui se raccroche à sa part de lumière pour essayer d'expliquer, pour essayer de tenir aussi, pour essayer de remettre à plus tard ce moment où elle devait lui confier ce qu'elle a commis pour se retrouver en prison. Donc c'était se raccrocher à ses souvenirs pour ne pas sombrer dans la folie, pour ne pas sombrer peut-être, pour dire sa part de vérité, pour essayer de s'expliquer, même si elle ne pensait pas devoir se justifier. Elle a commis un acte atroce, mais elle pense pouvoir se confier à son ami sans réserve et sans s'attendre à être jugée. Un mot encore du contexte de votre livre. On ne parle pas toujours des éditeurs, peut-être pas assez, c'est édité par Présence africaine. Donc il y a aussi, même si ça ne nous ramène pas directement au sujet des origines, c'est un acte militant. Peut-être que c'est cliché, vous allez me dire, mais rappelez que, évidemment, la littérature africaine contemporaine existe. Il y a aussi une façon de porter ce livre. L'éditeur joue un rôle ici dans la naissance de cet ouvrage. En effet, jeune, j'ai fait des études de littérature au lycée et j'ai lu La dernière lettre. Vous verrez un clin d'œil à Mariam Abba qui a écrit une si longue lettre. Donc oui, choisir Présence africaine pour moi, étudiante à l'époque, c'est avoir son roman publié par cette maison vraiment historique était un rêve qui devenait réalité pour moi. Militant, je dirais que bien que le roman en soi ne soit pas militant, le fait que ça soit porté par cette maison signifiait beaucoup, avait beaucoup de signification pour moi. Et je pensais que Présence, pour les thèmes qui étaient évoqués dans ce livre, pour le contexte actuel, pour le contexte de l'époque, était aussi un acte de dire autre chose, que les femmes n'ont pas des histoires homogènes, uniformes, et qu'on doit pouvoir dire cela de la manière qui s'y prête, qui soit la plus appropriée. Dimitri Rouchambori, effectivement, c'est un autre univers et on est aussi plongé dans les origines d'une barbarie, celle de la famille, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, elle n'a aucune notion du bien et du mal. Tout cela nous est raconté à travers un personnage principal, on va dire un jeune garçon. Vous êtes journaliste, vous scrutez l'actualité, dans ses versants pas toujours les plus heureux, c'est un euphémisme. Il y a toujours cette question, journalisme, littérature, ce n'est pas le débat du jour, mais en tout cas, est-ce que vous vous êtes senti l'âme d'un archéologue quand vous avez entrepris ce roman, avec cette particularité, c'est que vous avez eu, comme on dit dans le jargon, à couvrir des faits divers, et ce qui est important, c'est que vous l'avez dit, ça vous intéresse, c'est-à-dire que certains journalistes racontent des faits divers parce qu'il faut raconter des faits divers, vous avez un intérêt pour je ne sais pas si c'est le mot comprendre, mais en tout cas, raconter, observer. Est-ce que tout cela, on peut dire, nourrit un travail d'archéologue, même si, encore une fois, ce que vous racontez dans le livre n'est pas une réalité. Vous ne parlez pas d'un individu qu'on connaîtrait qui chercherait ses origines. Vous nous racontez des origines d'une souffrance, celle notamment de votre personnage. Alors, écrivain archéologue peut-être j'ai plus eu l'impression d'être vulcanologue qu'archéologue, et donc d'arpenter un territoire qui est un peu hostile, mais qui est le nôtre, c'est-à-dire celui où on va chercher un peu on ausculte une plaie, en fait, une plaie qui est un peu une sorte de marque de la condition humaine. Et je crois qu'on la partage un peu tous, même si on n'a pas tous vécu des souffrances directes aussi fortes que celles de mon personnage. Donc l'archéologue, c'est plus celui qui va récupérer des signaux peut-être d'une culture passée ou des indices d'une vie passée. Moi, c'était plutôt d'essayer de m'approcher d'une lave en fusion sans me cramer moi-même. Et c'est vrai que alors ce que j'appelle cette lave, c'est vraiment c'est une sorte de cri intérieur de souffrance que c'est un cri qui s'entend pas, mais que moi je finis par entendre parce que je suis toute la journée au tribunal pendant 10 ans à écouter des histoires de gens qui vont pas bien, de gens qui forcément, si on va pas au tribunal pour un événement heureux, enfin rarement. Donc à force d'être le témoin de ces vies-là qui échouent par moments, puis parfois se redressent, mais en tout cas quand elles passent là, voilà, il y a un moment d'observation, il y a une fenêtre d'observation sur la condition humaine.
Et moi, j'étais cet observateur-là. Et cet observateur-là, ça m'a permis de capter ce cri silencieux. Voilà. Et je pense que c'est ça qui génère le livre après. Vous dites cri silencieux, il y a un élément, et encore une fois, au passage d'ailleurs, vous qui êtes là, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nos amis auteurs ici présents, on ne va pas les faire maintenant, je vous rassure, mais c'est bien de le rappeler tant qu'il est encore temps de pouvoir les faire. Ce qui n'est pas évident, enfin pas évident, c'est pas le mot, mais ce qui est troublant quand on se plonge dans votre livre, c'est le fait que l'archéologue se réfère au temps. L'archéologue va travailler sur une période historique donnée, même si parfois elle couvre des distances temporelles, si j'ose dire, assez importantes. Quand on rentre dans votre livre, au départ, en tout cas, on ne sait pas si ça se passe aujourd'hui, hier ou demain. On croit que c'est dans le passé, parce qu'au départ, on est une famille avec des comportements d'une barbarie totale, c'est sans doute au 19e siècle, voilà. Et puis après, quand même, le père, même s'il en fait un usage ô combien déplorable, a une caméra, donc on se dit c'est quand même moderne. Et en plus, vous avez choisi pour vos personnages des prénoms à consonance étrangère. Donc on se dit c'est pas en France, c'est ailleurs. Vous avez délibérément cherché à créer, en plus le roman s'appelle Le démon de la colline au loup, donc il y a un côté géographique, mais avez-vous délibérément cherché à brouiller les frontières, à brouiller le territoire temporel et le territoire géographique de l'action? En fait, quand j'écris, c'est assez spontané. Je n'arrive pas à écrire en localisant. Et j'ai besoin d'aller dans des espaces, peut-être c'est des espaces symboliques pour l'écriture, qui nous obligent, parce qu'on n'a pas cette possibilité de se référer à un lieu, à un temps. Ça oblige, moi quand j'écris, ça m'oblige à me confronter à des choses différentes. Et peut-être que quand on lit, ça, surtout pour ce livre-là, c'est la confession d'un homme qui est aussi en prison et qui est à la fin de sa vie et il a l'impression que pour se sauver lui-même, il faut qu'il se raconte. Et pour que le lecteur suive avec lui au plus près de cette confrontation d'un homme face à lui-même, il ne fallait pas qu'on puisse à un moment donné aller se réfugier dans des choses connues, en se disant « Ah, ça se passe là ». Et du coup, brouiller le message. Ouais, et du coup, moi, je ne suis pas à l'aise avec le réalisme dans ce sens-là. Et donc, si tout à coup, je situais l'action, ça m'obligeait à une écriture de la situation, de la description, de la cohérence, etc. Et là, c'est pas ça. Moi, j'aime bien cette idée de, voilà, on part ailleurs, absolument ailleurs. Et voilà, ça nous raconte quelque chose qui n'a pas besoin d'être situé. La situation géographique, elle joue quand même un rôle, cette fois dans votre livre, Annie et Lulu, La mer Noire dans les Grands Lacs, avec cet élément, comment dirais-je, intéressant, c'est qu'effectivement, votre héroïne est fille unique. Elle commence à grandir en Roumanie. Sa mère est roumaine, mais son père ne l'est pas. Hein. C'est cette période, beaucoup de journalistes l'ont dit, effectivement, qu'on ignore complètement, cet accord entre le régime de Mobutu et Ceausescu, hein, c'est ça, où finalement des étudiants africains vont partir en Roumanie, avec cet élément extrêmement important, peut-être qu'on y reviendra, parce que vu d'ici, on pourrait penser que c'est un peu un hasard, ils vont en Roumanie, ces étudiants africains, parce qu'ils vont en Roumanie, ils pourraient aller, je ne sais pas, ailleurs. Or, en fait, c'est un choix politique, c'est-à-dire qu'ils auraient pu partir à l'ouest. Il y a aussi derrière, même si ça peut surprendre quand on parle de Ceausescu et Mobutu, la volonté de construire une nouvelle société. Après, avec le recul, on dirait que c'est un échec. Mais ce qui est intéressant dans ce contexte, en tout cas, on peut avoir le sentiment que c'est un échec, pardon pour le manque de nuance, mais dans ce contexte, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, est-ce que vous avez été archéologue, sachant que vous, dans votre vécu personnel, je fais exprès d'insister, vous n'êtes pas fille unique et vous n'avez pas grandi, je parle d'une enfance longue, en Roumanie. Alors, est-ce que vous êtes l'archéologue d'un passé que vous n'avez pas eu? La question compliquée. C'est une question compliquée parce que c'est le rapport aux vestiges, c'est le rapport à la mémoire, c'est le rapport aux traces que moi j'entends dans le sens le plus courant d'archéologie, avant même le rapport au temps finalement. Et donc qu'est-ce qu'on fait des objets du passé qui sont aujourd'hui découverts en dehors du contexte dans lequel ils ont été produits, fabriqués, élaborés, etc., qu'on ne peut plus utiliser et qu'il faut interpréter. Et quelque part, ces amphores de ce passé-là, ces vestiges, sont ces enfants qui sont nés dans un contexte particulier, où il y a un projet d'Afrique socialiste
Il y a un projet d'industrialisation du continent africain. Alors, effectivement, Mobutu et Ceausescu étaient de grands amis, mais Ceausescu a ouvert les portes de la Roumanie à des étudiants venus d'une dizaine, une quinzaine au moins de pays différents. Il y avait des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Sénégalais, des Marocains, des Irakiens, des Égyptiens, des Syriens, des Palestiniens en Roumanie à cette époque. Entre 3 000 et 5 000 étudiants étrangers sont allés étudier en Roumanie et environ 500 enfants sont nés de l'union entre des étudiants ou étudiantes roumains et étrangers. Pas simplement africains, mais là pour le coup, je crois même qu'il y a eu des Mexicains à un moment, des Cubains aussi. Et ces enfants avaient pour vocation d'appartenir à un monde qui n'a jamais eu lieu. Ce monde s'est effondré avant de pouvoir les accueillir. Et la plupart d'entre eux ont été abandonnés. Et donc, ce qui m'a intéressée au départ, lorsque la voix de mon personnage est arrivée, qui était une voix poétique, que je n'avais pas forcément projetée sur cette trajectoire ou ce parcours de vie, qui était une voix féminine, maternelle, mais ce n'était pas Nili forcément au départ. Nili, la protagoniste, la protagoniste. L'héroïne du livre. Ce qui m'a intéressée, c'était d'aller chercher des traces vivantes. Et donc, j'ai commencé à faire le tour des membres de ma famille, des gens que je connaissais, pour poser des questions. Donc, il y a un travail presque d'investigateur du passé. Oui, j'ai fait une D'écouter petite ces enquête témoignages. avec des témoignages que j'ai enregistrés, des histoires poignantes. Le hasard m'a aussi aidée parce que j'ai rencontré l'un d'entre eux, un personnage qui existait dans le premier manuscrit mais qui a disparu de l'histoire, que j'avais appelé Ciprian, qui est un jeune homme qui est né 1 an et demi avant moi dans la même ville et que j'ai rencontré par hasard à Paris. Il repeignait des murs et tout, comment dire, tout poussait à construire ce récit à partir de ce lieu qui est celui de ces enfants de l'entremonde, que moi j'appelle mes frères et sœurs de l'entremonde, qui eux ont vécu l'abandon, soit par leur père, soit par leur mère, soit les deux. Et puis tous les disparus qu'on ignore, parce qu'on est à une période de l'histoire où en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, donc dans les années 80, les faiseurs d'anges sont en pleine activité. La contraception est interdite. Ces régimes ont des politiques natalistes. Et donc, le sort de la plupart des jeunes roumaines à l'époque, c'est de quand même connaître à un moment donné 1, 2, 3 avortements. Ou des abandons clandestins, en fait. Voilà. Et avortements dans des conditions qui ne sont pas des conditions les plus sereines, on va dire. Exactement. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher les traces et d'interpréter. Et alors, un des obstacles, ça a été de jamais avoir accès aux vraies histoires. De toujours n'avoir qu'accès, quand ça a été possible, aux pleurs. Donc déjà, quand les gens pleurent, ils ne parlent plus. Ou alors au remords. Et lorsque quelqu'un exprime ses remords, il ne raconte pas ce qui s'est passé, il raconte ce qu'il ou elle aurait pu faire. Tiens, j'ai vu cet enfant et c'était horrible, et il était maltraité, et en fait c'était telle personne qui avait fini par le récupérer, et après on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais on l'a recroisé dans la rue 3 ans après, et ainsi de suite. Et donc je suis allée d'histoire en histoire comme ça, à recueillir des témoignages et à essayer de trouver des traces. Et puis la chose qui a été la plus difficile, c'est le silence des autres enfants métis qui sont devenus mes amis. C'est leur silence vraiment fermé, en fait. Et je pense que ça correspond vraiment à cette idée que le monde dans lequel ils auraient dû grandir n'a pas eu lieu, n'est pas advenu. Et ils n'ont plus de place. Ils n'étaient pas censés en avoir une. Ils sont nés de rapports interdits et ils ont été interdits au futur. Alors il y a cette interdiction du futur qui vous pousse à remonter au passé, à essayer de trouver des témoignages. Est-ce que c'est une démarche similaire qui a guidé votre roman Delphine Arbeau-Pariante, Une nuit après nous, puisque vous nous parlez du destin de juifs d'origine tunisienne, donc qui ont quitté la Tunisie au travers effectivement d'une petite fille
qui va grandir dans cette famille. Alors, cette famille, elle est pas loin de nous, hein. Elle est à quoi? 1h15, 1h30 de train, puisque ça se passe en banlieue parisienne. Mais est-ce que pour écrire ce livre, qui raconte aussi une douleur de l'exil, et on y reviendra, un exil souvent méconnu, puisqu'on a l'impression que ils sont passés de la Tunisie à la France, un peu comme ça, et puis voilà, c'était juste une transition. Mais est-ce que vous avez eu, dans votre cercle familial, à affronter ce que disait très bien à l'instant, vous le disiez très bien, c'est-à-dire ce silence, ce que vous disiez très bien, Annie, voilà, où vous l'avez ressenti, parce que c'est une histoire que les gens que vous connaissez, c'est-à-dire partir de Tunisie pour arriver en France avec plein de conséquences, c'est quelque chose qui a été vécu. Est-ce que vous avez été donc cet archéologue d'une période extrêmement récente? Voilà. Non, mais c'est un bouton magique et c'est parti. Évidemment, je suis extrêmement sensible à l'ensemble de ce qui vient d'être dit sur le silence, sur la question de l'archéologie, c'est-à-dire aller chercher. Moi, j'ai entendu vestige, mais j'ai surtout entendu vertige, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je voudrais juste planter le décor, c'est l'histoire d'une femme qui a une quarantaine d'années, qui a une vie normale, heureuse, avec un mari et 2 enfants, et qui, un jour, par le truchement d'une rencontre qui deviendra une rencontre amoureuse, mais qui est essentiellement une rencontre, qui aurait pu être une rencontre amicale également. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un qui, par le truchement de cette rencontre, va rentrer en collision avec elle-même. Elle sait dans sa vie, cette femme, que quelque chose n'a pas été dit dans son histoire et qui l'empêche d'être dans la vie qu'elle souhaiterait avoir, de profiter de ce bonheur qui est le sien, qui est celui sans doute de beaucoup de gens qui sont là, en place, et pourtant déplacés, à côté d'eux-mêmes. Et pour répondre à votre question, en fait, cette rencontre va lui permettre à cette femme de raconter son histoire, parce qu'elle reconnaît dans l'homme qu'elle rencontre, elle reconnaît celui auprès de qui elle va pouvoir déposer ce fardeau, un fardeau qu'elle ne sait pas nommer. C'est pour ça que je parle de vertige, c'est-à-dire que elle sait que aussi autour d'elle, aucune question ne lui sont posées dans son entourage proche. Et je reviens au silence. Elle a un mari et 2 enfants, 3 avec la petite, mais la petite ne pose pas de questions. Mais elle se demande, à un moment donné, en faisant cette rencontre, pourquoi son mari, pourquoi ses 2 grands enfants ne lui disent jamais, ne lui ont jamais dit, mais maman, c'était comment quand tu étais petite, elle était où ton école, ils sont comment tes parents, est-ce qu'ils sont vivants? Et en fait, ces questions qui ne sont pas posées, en fait, c'est parce que souvent il y a derrière de la pudeur ou une inquiétude liée à la question du secret. Et lorsqu'on ne nous pose pas de questions, eh bien, on se tait. Et c'est ça la question du silence. Alors Mona, la narratrice, c'est un livre sur la base d'une réalité romancée. Moi, j'avais des pans d'histoire. J'avais, dans mon histoire personnelle, mes propres grands-parents sont nés en Tunisie, vivaient une vie, somme toute, aussi très, très confortable. Et un jour, par les événements après le protectorat français, étant juifs, ils ont dû quitter leur terre natale. Et de cet arrachement, ils ont dû évidemment se reconstruire. Donc un matin, c'est cet homme et cette femme qui sont les grands-parents de la narratrice. Un matin, ils vont dire à leurs 2 petites filles, nous allons partir en vacances. C'est-à-dire que 2 enfants se préparent avec une petite valise pour partir en vacances. Et ces 2 enfants, dont l'une est la mère de la narratrice, ne savent pas qu'elles ne vont jamais retrouver les bancs de l'école, qu'elles ne vont jamais retrouver leurs amis, qu'elles ne vont jamais retrouver les plages, qu'elles ne vont jamais... Voilà. Et pour elles, partir en vacances, c'était le rêve de leur vie, partir en France pour ces enfants-là. Et donc, elles montent sur le paquebot qui traverse la Méditerranée. Et c'est une joie immense pour elles. Et en fait, à l'arrivée à Marseille, elles vont être recueillies par une cousine, elles vont dormir dans des couloirs, elles vont avoir froid, ils vont se partager un repas. Et puis ils vont vivre comme des déracinés. Ce que signifie le déracinement, c'est la perte de tout, c'est la perte aussi d'une identité. Avec un mensonge
comme point de départ de cet exil forcé. Vous le Oui. dites très bien dans le livre, vous écrivez, parlant de cette famille qui va connaître l'exil, ils étaient heureux, tout simplement, attentifs, toutefois, aux événements qui traversaient le pays avec l'indépendance et depuis la bataille de Bizerte. Les discriminations étaient de plus en plus nombreuses, les vieux réflexes anti-juifs réapparaissaient comme les bourgeons en printemps, les synagogues étaient incendiées, l'usine de pain Azim fut détruite, les commerces devenaient la cible d'incidents antisémites. Il y avait désormais dans l'air une atmosphère d'émeute. Le soir, il parlait en chuchotant d'aller en France, tout quitter et partir. Il parlait en chuchotant, c'est-à-dire Oui. qu'effectivement, cette vérité qui est ineffaçable, on préfère la nommer. Si c'est du Évidemment. silence, c'est comme ça, on parle doucement. Oui, alors il y a du chuchotement et il y a aussi, pour protéger les enfants, un mot qui est vacances, encore une fois. Et ce mot-là, il est terrible pour des enfants en bas âge qui réalisent qu'en fait, ils ont tout perdu. Et ils portent, ces enfants, aussi une forme de culpabilité. Cette culpabilité, elle va avancer dans l'histoire. Ces enfants vont devenir grands. L'une d'elles est la mère de la narratrice, et le père de la narratrice qui va faire le même voyage. Évidemment, ils ne se connaissent pas, mais naît là un sentiment de honte et d'humiliation si grand que va naître chez le père de Mona une forme de colère irrépressible qui va se transformer en une tyrannie envers sa fille, parce qu'il sait qu'il n'atteindra jamais le rêve de sa mère qui le voulait médecin, parce que des études qu'il a faites, il ne fera rien d'autre, il devient assistant dans une société de transport routier, et il se rêve dans le patron qu'il a embauché, qui lui va à Portofino, à Genève, dans des villes qu'il ne visitera jamais, et cette frustration, pourquoi il est frustré aussi, ça me semble important, même dans la façon dont moi-même je vous le raconte, c'est qu'il a cet accent dont il ne peut pas se départir, parce qu'il parle avec les mains, parce qu'il a toute sa culture qu'il traîne et qu'il voudrait nier, et c'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Et tout ça crée forcément... moi, j'ai l'habitude pardon, c'est pas une habitude, mais je pense souvent à cette idée que quand on est exilé, on est porté disparu. On est ni vivant ni mort. On est juste disparu de soi-même. Il y a un effacement et tout est à renaître. Et il faut avoir il faut avoir des qualités pour renaître. Et lorsqu'on est arraché, déjà, il faut arriver à reconstruire quelque chose. Et reconstruire, ça signifie aussi de ne pas se sentir coupable et responsable. Et cet enfant, Mona, toute petite, va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de réhabiliter l'amour qu'elle a pour ce père et qu'elle espère de lui. Et elle va faire tout ce qu'il va lui demander. Et vous avez cette expression, et c'est le jeu du débat, les phrases naissent et on les attrape au vol, disparu de soi-même. C'est une phrase, je ne sais pas ce que vous en pensez, Dimitri, Salah, Annie, c'est une phrase aussi qui pourrait s'appliquer à certains moments de votre roman. Alors c'est vrai, Dimitri, qu'il n'y a pas d'exil, mais d'une certaine manière, votre protagoniste ne peut même pas compter sur sa famille, vaguement sur, je dis vaguement, en tout cas sur l'institution scolaire, mais commençons par vous, Annie. Ce disparu de soi-même, c'est quelque chose que vous ressentez, parce que pour votre narratrice, Salimatou, qui a perdu un espoir avec sa fille, puisqu'il y a aussi une fille, elle avait une fille qui commence à connaître une brillante carrière dans la mode, qui est une fille très très belle. Il y a ce sentiment aussi qu'elle est disparue d'elle-même, qu'il y a quelque chose d'irrécupérable. C'est une phrase qui doit intinabuler, comme on dit. Oh, pardon. C'est pas grave, c'est la politesse entre auteurs, c'est très appréciable. Mais exactement, ça résonne beaucoup parce que Salimatou, en prison, tout ce qu'elle essaie de faire, c'est se raccrocher à ses souvenirs. Essayer de recréer ce qui n'est plus, ce qui n'existe plus. Et se confier à son ami, pour elle, est un moyen de recréer ce qui n'est plus. Donc, son projet de vie, tout son projet de vie était construit autour de sa fille. Sa fille qui est, je ne dévoile rien, sa fille qui n'a plus de père. Le père est décédé à la naissance. Donc, elle avait tout construit autour de sa fille. Et d'un jour à l'autre, elle perd sa fille, elle se retrouve en prison. Elle est en train d'expliquer à cette amie ce qui s'est passé pour non pas essayer de trouver une rédemption, mais au moins
laisser cette trace dont Annie parlait. Et je pense que c'est aussi un travail d'archéologue que depuis derrière les barres de sa prison, recréer un monde qui n'est plus et recréer un monde dont elle se languit, un monde qui lui permet de renaître à elle-même quelque part. Et il y a un autre élément aussi, puisqu'on on a l'occasion de le voir avec vous aussi, enfin, vous qui êtes tous ici présents, c'est que parler de ses origines, c'est aussi renverser ou mettre au jour des tabous. En tout cas, des tabous quand on ne connaît pas les milieux dans lesquels évoluent vos héros et protagonistes. Pourquoi je dis ça? Parce que ça là, dans votre livre, à un moment, quand votre narratrice s'adresse à Serge, elle évoque une réalité qui pourrait nous échapper depuis la France. Elle dit à Serge, donc le destinataire de cette lettre, « Et j'appris, Serge, j'appris la terrible cause des cernes sous tes yeux qui s'étaient éteints, et j'appris la terrible cause de ces cauchemars qui te faisaient consulter. Et j'appris la terrible cause des aventures sans lendemain que tu as collectionnées. Le père de Nesma, furieux d'apprendre que sa fille sortait avec toi, qui n'était même pas arabe, l'avait donné en mariage à un de ses cousins de Sharm el-Sheikh. Cette bien-aimée de Serge, elle est en Égypte, où Serge s'est rendu pour ses études. Et votre narratrice continue. Nesma ne voulait pas de ce mariage, mais elle savait ce que ses frères et son père n'hésiteraient pas à te faire. Elle parle de Serge, donc n'hésiterait pas à te faire si elle se rebellait. Et là, on est... je ne sais pas si c'est le mot surpris, mais on se dit, voilà, on commence avec une lettre, il y a cette mère, il y a cette fille, il y a l'acte qu'elle a commis, et on découvre en plus une réalité quand même, une violence où il y a ce racisme. Alors je ne sais pas si l'expression est bonne, et je m'en excuse, presque intra-africain. Enfin, on se comprend en tout cas entre l'Afrique et plutôt le Moyen-Orient, et là, c'est quelque chose que vous mettez aux yeux du lecteur. Irréparable, puisque le destinateur de cette lettre, Serge, porte encore des stigmates de cette cassure, de cette brisure, de cette disparition de l'amour imposé. Exactement. Là, en filigrane, on parle du crime d'honneur. Donc, Serge, qui vit en Alexandrie, est amoureuse d'une femme arabe, et la famille de son aimé n'est pas d'accord avec cette relation. Et il lui a fallu à cette femme trouver les ressorts pour briser ce mariage imposé, arrangé, et être en contact avec Serge, essayer de le retrouver et de le récupérer. Donc, et cette histoire est aussi en parallèle avec celle qui est en prison elle-même. Parce que Alimatou, elle a eu un enfant hors des liens du mariage. Et au Sénégal, peut-être en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup d'autres pays, il y a encore plein de tabous de ce genre. Les relations permises sont des relations dans le cadre du mariage, et la fille d'Alimatou est née hors mariage. Donc ce voyage qui s'est fait, vous parlez de vacances, mais pour elle, ce sont ses parents qui ont décidé qu'ils allaient aussi aller à Marseille pour essayer de lui donner un nouveau départ, parce qu'elle a eu un enfant hors mariage. Donc, et qu'elle est tombée enceinte. C'est le début d'un nouveau départ pour elle. Donc, ce sont des tabous que l'on connaît, mais que l'on évoque en passant. Et dans ce roman-là, c'est central pour ces deux amis qui se parlent, qui ont vécu des tragédies personnelles. C'est aussi quelque chose qui les lie. C'est un liant fort. Alors, on parle de tabou. Et si vous voulez réagir d'ailleurs aux mots que... Voilà, la discussion est ouverte. Vous pouvez prendre la parole quand vous le voulez. Dimitri, le tabou aussi, il est brisé d'emblée. C'est de se dire que des familles comme ça peuvent exister. C'est une grande la palissade, c'est vrai, mais on n'imagine pas ce niveau de barbarie. Et puis, il y a aussi quelque chose, alors peut-être qui n'est pas tabou, mais qui normalement est silencieux, parce qu'un enfant ou un adolescent ne va pas s'exprimer autant que peut le faire le personnage du roman, c'est-à-dire lui qui va être objet de toutes ces souffrances, lui qu'on voit vieillir dans le livre, puisque comme vous le disiez, il est en prison, lui qui essaie de se raccrocher ou pas, amis lecteurs, vous verrez adieu. On verra si c'est possible. C'est une des interrogations quand on découvre qu'il est en lien avec tout ce qui est Saint-Augustin, etc., etc. Et au départ du roman, vous êtes dans la tête de cet enfant et vous écrivez « Sinon, l'école, ça n'allait pas parce que les autres enfants ne m'appelaient pas duc et j'encaissais leur brimade. Je me rendais compte que j'étais défavorisé en gabarit parce qu'à la maison, je ne mangeais pas assez. Je ne pigeais pas bien l'histoire de l'âge, mais j'avais cerné à peu près que je faisais la taille d'un trop petit par rapport à ceux qui étaient comme moi
et mes dents n'allaient pas, et le reste et les gamins me traitaient de crasse. Je ne comprenais pas les mots de la maîtresse au tableau. Alors je rêvais, et quand elle me parlait, je regardais ailleurs en imaginant qu'elle me verrait plus, mais je n'étais qu'un idiot d'enfant, évidemment, que je ne devenais pas invisible. Et là, c'est pour le lecteur une forme de tabou, parce qu'on rentre dans le cerveau de l'enfant, et c'est peut-être un des pires mots MAUX, c'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, il ne comprend pas. C'est qu'il est né avec une équation de départ insoluble, et il se retrouve dans un univers social qui est l'école, qui est loin, même si les enseignants essaient de faire des efforts, loin d'être un univers de rédemption, ne fait qu'être un accélérateur de tous ces stigmates qu'il porte. Oui, c'est un enfant qui, contrairement à ce qu'on a pu peut-être évoquer, lui, il commence sa vie par la disparition, en fait. C'est-à-dire que, normalement, quand on est, il y a un être au monde qui s'impose, et lui, c'est l'inverse. Il commence sa vie dans la disparition parce qu'il n'a pas d'identité, il n'a pas de nom. Et cette identité, elle est gommée par la réalité de ce que c'est que la maltraitance. C'est-à-dire que maltraiter un enfant, c'est effectivement, c'est réellement ça, c'est le priver d'identité. Et donc lui, il commence la vie comme ça, en étant rien, et en même temps, il essaie d'être encore moins rien, ou encore plus rien, parce qu'il espère comme ça pouvoir échapper à tout le reste. Et finalement, la seule chose qui va le sauver, c'est au moment où sa fin de vie approche, c'est d'essayer par les mots qui lui manquent, parce qu'il n'a pas eu d'éducation, il a une construction qui est complètement chaotique, c'est d'essayer de reconstituer son identité. Parce que c'est la seule chose qui lui reste à faire avant de mourir, c'est d'essayer de pouvoir savoir ce que c'est que ce je qu'est le sien. Et il va le faire en essayant de se situer sur un tout petit espace. Alors c'est vrai qu'il a traversé l'école. L'idée du livre, et quand on parlait de Saint-Augustin, c'est qu'il a un parcours criminel, il a rencontré des psychologues, il a rencontré des médecins, et finalement personne n'a pu lui expliquer. Il n'y a pas d'explication. Donc lui, il va chercher l'explication dans ce petit espace qui est c'est quoi un homme, c'est quoi un être humain, qu'est-ce que je suis moi au sens le plus lointain du terme, pas juste la pensée, pas juste une maladie mentale, qu'est-ce que je fais de moi, comment je peux me sauver alors que je suis ce que je suis. Et c'est cette question-là qu'il affronte, et lui, ça passe aussi par un exil, c'est-à-dire qu'il s'en va, parce qu'il est d'aucun lieu. Le prolongement de sa disparition, le fait qu'il naisse en étant rien, il n'est d'aucune famille. Il aura sa place nulle part. Et donc, finalement, il finit par trouver sa place sous une cape, dans une toute petite confrontation avec lui-même, qui est en fait un champ de bataille immense. Champ de bataille immense, disparition, prise de conscience de l'identité. Évidemment, tous vos romans ont plusieurs facettes, et là, on s'arrête sur quelques facettes, et chacun ici aura le privilège en tant que lecteur d'être l'archéologue, ou en tout cas l'explorateur de plein d'aspects de vos livres. Annie Loulou, on a dû vous le dire. Je dis Loulou, c'est une déformation, mais je peux vous dire Lulu, hein, c'est pas du tout. C'est Loulou en roumain, Loulou alors ça, en congolais. Bon, alors ça va, c'est Lulu d'autres, en France. voilà, mais c'est d'autres langues qui viennent quand je vois ça. Voilà, voilà. Dans la mer Nord des Grands Lacs, il y a aussi un tabou que vous soulevez, qui encore une fois, peut-être que c'est naïf, on ne s'attend pas à le trouver là. Rappelons quand même que votre héroïne a une mère universitaire qui est roumaine, c'est-à-dire qui est entre guillemets bien implantée dans la société roumaine. Hein. Elle n'a pas elle connaît son univers, elle a une culture, etc., etc. Et puis, c'est un lien à l'enfance, hein, qui est commun finalement à tous vos livres aussi. C'est la découverte d'une violence du quotidien que vous racontez très bien et qu'on ne voit pas forcément arriver quand vous écrivez, à travers votre protagoniste évidemment. Je ne me rappelle pas un jour où enfant, ma mère m'ait emmené faire une balade dehors juste pour nous promener. Donc là, on commence avec un contexte assez anodin, parce qu'on se dit, bon ben voilà, elle ne se rappelle pas ça. Mais alors, vous continuez, elle ne se rappelle pas de cette promenade pour être tous les deux. Alors j'ai vite appris à digérer cette haine viscérale macérée dans la saleté des autres. Cette haine, je l'ai vue enfant dans les yeux d'Elena. Très vite, je ne l'ai plus appelée maman, mais par son prénom, derrière sa comédie placide. Chaque fois qu'elle me planquait sous des couches de vêtements l'hiver, ou qu'elle marchait légèrement décalée de moi, sa béance amère, la preuve. Ce qui veut dire là que, on a bien entendu ce qu'on a lu, on parle bien de la maman, elle-même finalement
va se distancier de son enfant qui est le sien à cause du regard des autres. Et là, on découvre donc que ces Roumains du quotidien, enfin en tout cas ces contemporains, voient cet enfant qui est le fruit d'une utopie qui n'est pas réalisée, mais d'une mixité quand même existante. Eux, sont tellement haineux que ça déteint sur la mère. Alors pas tous, évidemment, je ne fais pas d'amalgame, mais c'est quand même une équation incroyable aussi que vous nous décrivez ici. C'est pas une équation universelle. C'est pas un langage mathématique, le corps humain. Non, mais c'est dans autre équation, chose. il y a équation à plusieurs inconnus. Et c'est pour ça que je disais le mot équation, non pas par le fait qu'il y ait une solution, justement, mais plutôt que cette équation nous amène à ouvrir des inconnus dont on n'avait pas idée avant d'ouvrir votre livre. C'est en ce sens que je le disais, vous avez raison. La question du désir d'une personne dans un contexte socio-historique compliqué. Comment est-ce qu'une jeune femme comme Elena, Alors Elena, la mère de Nelly, on devine en fait qu'elle vient d'une histoire très, très dure, qu'elle est la fille d'une famille rescapée de la Shoah en Roumanie, et elle fait le choix de la rupture totale avec sa famille, avec l'histoire, etc. Elle devient spécialiste à l'université, donc elle devient professeure d'université, elle devient spécialiste de Mircea Eliade, de Cioran. Cioran, oui, voilà, pour nous qui sommes bêtement français. Eliade et de tous ces grands intellectuels nationaux roumains qui ont tous été fascinés par le nazisme dans les années 30. Donc il y a comme ça une sorte de revanche par le chemin de perfectibilité intellectuelle dans lequel elle s'est inscrite pour s'affirmer, pour exister, et la coupure totale avec les corps qui la précèdent, les corps qui l'entourent et le corps qui vient de son corps. Et c'est une femme qui est dans l'incapacité d'assumer son désir. Et cette frustration dans laquelle elle va vivre, ce rejet du corps, elle a un jour aimé une fois. Une fois, elle a fait l'amour avec un homme qu'elle a aimé. C'était un étudiant africain. Et puis le régime de Ceausescu s'est effondré. Et il y a la trace de ce désir. Et les gens voient cette femme, son corps, le corps qui vient de son corps, cet enfant, dans la rue, et voient ce qu'ils ont vécu, en fait, rétrospectivement. C'est-à-dire, les privations, pendant que les étudiants africains faisaient la fête, allaient au restaurant tous les jours. Eux, ils étaient au ticket de rationnement. La possibilité pour ces jeunes gens qui venaient de l'élite de pays nouvellement indépendants, qui étaient tous promis à des carrières de ministres, des carrières universitaires, des carrières de grands patrons locaux dans leur pays, de sociétés minières, de choses comme ça, de faire des études en Roumanie, pendant que les jeunes Roumains qui étaient obligés d'aller à l'usine étaient obligés de quitter leurs études scientifiques, etc. Donc on parle de l'enfant de quelqu'un qui a bénéficié du régime d'oppression contre lequel la population s'est révoltée. Et le rejet contre Nelly est le fruit de l'histoire. En même temps, le fruit de cette histoire, de cette frustration collective, historique, contre les enfants des privilégiés. D'ailleurs, à un moment donné, le père de Nelly, qui lui écrit des lettres qu'elle ne découvrira que plus tard, elle dit dans une scène terrible, parce qu'elle naît le jour de la Révolution, dit qu'il défend Ceausescu, qu'avant Ceausescu, il n'y avait pas l'électricité en Roumanie. Et se fait jeter d'un bus, d'un autocar. Les gens le jettent d'un bus comme un collabo, en fait, cet étudiant africain. Lui qui vient d'ailleurs, en plus. C'est lui ça qui est vient le d'ailleurs, paradoxe. Et lui qui vient avec un idéal qui est qu'un jour, le prolétariat mondial va triompher et que c'est l'Est qui va gagner et pas l'Ouest. Et bon, la révolution a lieu. Et donc, Elena, c'est une mère qui, à la fois en tant que jeune femme, décide de ne pas renoncer à ses objectifs personnels et de poursuivre ses études et de s'isoler, de tout couper, de déménager et d'élever cet enfant en faisant
un double d'elle-même, quelque part. Et donc, voilà, une jeune femme qui n'arrive pas à assumer son désir, mais qui a aussi conscience qu'elle met au monde et qu'elle va faire grandir dans cette société extrêmement dure, qui n'aura aucune chaleur pour cet enfant, le fruit d'un passé effondré et contre lequel les gens ont un ressentiment énorme, en fait. Et sa dureté, donc la violence de cette mère, moi je la vois aussi comme l'apprentissage par l'exemple. Voilà. Elle est dure, et donc sa fille va devenir dure, et donc sa fille va pouvoir s'en sortir. Voilà. Alors, vous m'en voudrez pas, Annie, j'ai extirpé une phrase d'un de vos poèmes, mais qui me semble comme un point de, vous pouvez réagir, de rencontre de vos romans, une phrase qui dit, je ne vais pas la déformer, le vacarme du monde surgit sans prévenir. Vous reconnaissez la paternité de la phrase. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça semble être quelque chose qui pointe, parce qu'en fait, effectivement, dans toutes les histoires, il y a ce monde extérieur. Voilà, on est sauvé. Je n'ai pas une confusion. Vous vous rendez compte, là? Ça y est, le débat s'arrête. L'erreur, voilà. Mais c'est vrai que dans tous vos romans, chaque protagoniste à son niveau voit arriver le vacarme du monde, c'est le cas de le dire, sans prévenir. Je ne sais pas si ça vous inspire des commentaires. Mais... Oui, moi, ça m'inspire quelque chose. Évidemment, la détresse d'où l'on vient. On parle beaucoup de ce qu'il a été difficile pour chacun de ces personnages d'affronter, pour grandir, pour tenir debout. Et moi, je vois, enfin, j'ai envie de dire, en tous les cas, c'est ce que j'ai raconté aussi dans cette histoire, que nous sommes tous, et là je rentre dans la vraie vie, en réalité, sauvés, le mot est peut-être grand, mais en tous les cas aidés par l'amour que nous pouvons porter à quelqu'un, ou que quelqu'un peut nous porter au-delà de ce que nous sommes intrinsèquement. Et c'est pour ça que je reviens sur cette idée de rencontre. Ceux qui s'en sortent dans l'histoire de Une nuit après nous sont ceux qui sont parfaitement, si on peut l'être, mais parfaitement aimés, c'est-à-dire il y a cette phrase de Shakespeare que j'utilise à un moment donné qui dit « ce qui ne peut être empêché, il faut l'embrasser ». Et moi, j'aime assez l'idée qu'on puisse être embrassé par quelqu'un, pas forcément être embrassé avec la bouche, être embrassé en ouvrant simplement ses bras. Et ce sont ces bras qui sauvent, hein, c'est la solidarité, c'est les yeux qu'on va porter sur quelqu'un, c'est l'absence totale de jugement, c'est dire je t'aime tout simplement. Et grâce à ces mots très simples qu'on ose rarement prononcer, à cause peut-être de la pudeur ou de ce qu'on dévoile de soi, eh bien, on peut non pas effacer, je reviens à disparaître, mais renaître ou recommencer avec une forme de confiance à la vie et une transmission plus généreuse, plus solide à ses propres enfants. Ce qui sauve Mona dans l'histoire, c'est qu'elle a un mari stable, qui l'aime parfaitement, qui lui fait des petits plats, qui lui dit par son action la manière dont il la reçoit. Et pourtant, lorsqu'elle rencontre cet autre homme, elle reconnaît en lui l'homme qui va ouvrir ses bras. Ça pourrait être une femme, encore une fois, c'est pas une histoire d'adultère, c'est une histoire de réception. Et elle avait besoin de cette parélie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la parélie. Vous allez le définir, moi je ne sais plus, peut-être je l'ai su. Non, mais moi j'aime beaucoup la parélie parce que c'est comme l'arc-en-ciel dans le ciel. C'est formidable d'avoir 7 couleurs dans un ciel tout d'un coup, on dirait quelque chose de magique. Et la parélie, c'est une illusion d'optique qui nous fait voir 2 soleils. En fait, il n'y a jamais qu'un seul soleil. Mais parfois, l'illusion d'optique, après la pluie, nous fait voir 2 soleils. Et quand on a la chance d'avoir 2 soleils dans un seul ciel, eh bien, on peut tout recommencer. On peut en créer un troisième avec son imaginaire en plus. En lisant. En lisant. Et on parlait de ce vacarme du monde qui surgit sans prévenir. Aussi, ça là, dans votre livre, on l'a compris, le livre est sorti en 2008, il y a cette femme qui écrit, qui brise des tabous, qui nous révèle son destin. C'est aussi à mettre peut-être, ou peut-être pas, en résonance avec votre travail aujourd'hui à l'Université d'Édimbourg, parce que vous vous êtes notamment intéressé au féminisme africain, c'est-à-dire que vous avez écrit un livre où vous avez un entretien avec une quinzaine de femmes, c'est ça, des militantes d'un féminisme même panafricain, on peut le dire comme ça. Ce qui est intéressant d'abord, c'est que chacun il pourra aller
comment dirais-je, se référer au livre. On rencontre des femmes au profil très varié. Hein. Je crois qu'il y a une enseignante dans un milieu rural, il y a une militante queer, donc c'est des femmes d'un peu partout. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous saviez que vous allez être, quand vous écrivez le livre en 2008, à Édimbourg, travaillant sur ces sujets où c'était presque pressenti, mais en tout cas, est-ce qu'on peut s'accorder l'autorisation d'y voir cette dimension d'un certain militantisme féminisme, avec un élément important qu'il faut rajouter pour nous ici en France, c'est qu'en Afrique, certains pensent que le féminisme est presque anti-africain, qui serait un produit d'importation pour déréguler la société. Alors, le livre de La 2008, question, la réponse. le livre de 2008 raconte l'histoire d'une femme en prison qui revendique un crime qu'elle a commis. Les femmes en prison, on ne les raconte pas beaucoup. On pense que les femmes, ou bien les femmes qui assument qu'elles sont aussi meurtrières, on ne les raconte pas beaucoup non plus. Donc une femme qui est en prison, qui raconte et qui revendique les crimes qu'elle a commis, était une manière de juste mettre en lumière ces histoires qui ne sont pas souvent dites ou bien mises en lumière. Et donc peut-être qu'il y a une dimension féministe, peut-être que c'est juste un livre, une fiction qui présageait de rien, qui n'augurait de rien. Je ne savais pas. Ou alors que dans un j'allais me inconscient. retrouver. Voilà, dans un inconscient peut-être. Je ne savais pas que j'allais me retrouver à l'université intéressée par ce sujet. Par contre, le travail d'interroger ces 15 femmes qui sont des féministes africaines, c'était juste ce travail d'archéologue, encore une fois, d'essayer de... Au lieu d'être là à revendiquer, il y a des Écoute de témoignages. Essayer juste de donner la parole à des femmes qui se définissent féministes, qui n'ont peut-être pas lu la théorie féministe, mais qui toute leur vie ont eu ce combat-là, ont porté ce combat, peut-être qui ont, par la thématique du plaisir sexuel, d'autres par la thématique de l'enseignement, d'autres qui sont... la santé mentale aussi. On parle beaucoup de la santé mentale. Donc, il y a une certaine... disons, surtout venant du continent africain, de personnes qui diront que c'est impossible d'être africaine et d'être féministe, parce que le féminisme est une idéologie importée. Alors je vois dans mon entourage plein de femmes qui sont des féministes, qui n'ont peut-être pas utilisé le terme de féminisme, mais que toutes leurs actions, du matin au soir, sont des actions féministes. Donc peut-être qu'il faut aller chercher au-delà des concepts, mais chercher au travers des actes que l'on pose tous les jours, les combats que l'on mène, que l'on choisisse de nommer comme tels ou que l'on choisisse de ne pas nommer du tout. Parce que je pense qu'il y a une certaine force. Ma mère, je lui parle, elle me dit qu'elle n'est pas féministe du tout. Par contre, les actes qu'elle pose, du matin au soir, je pense que ce sont des actes féministes. De la même manière, un roman peut ne pas être... L'auteur du roman peut dire qu'il n'est pas féministe, que le roman qu'il ou elle a écrit n'est pas féministe, alors que le roman peut avoir un intérêt, une portée, des leçons pour des personnes qui se définissent comme féministes. Donc, oui, c'était une manière, au lieu d'être toujours là à revendiquer et tout, juste donner la parole à des femmes qui, toute leur vie, se sont définies, et des femmes et des hommes. Hein. Il y a aussi une personne transsexuelle, donc, qui se définissent comme féministes. Vous verrez qu'il y a quand même on peut dire qu'il y a en tout cas une magie du destin, parce qu'en fait, vous avez donné la parole en fiction à votre narratrice dans ce livre à travers une lettre, et plus tard, quelques années plus tard, vous allez donner la parole, comme disent les enfants, en vrai, à de vraies femmes, de vraies militantes. Il y a une concordance assez inattendue. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais c'est amusant. Oui, et je vais faire une parenthèse. J'ai aussi écrit un autre ouvrage, mais en anglais, qui s'appelle Feminist Parenting, qui parle du parentage féministe. Donc, qui s'intéresse à des hommes, à des femmes qui ont eu des enfants. Parce que fondamentalement, avoir un enfant et se soumettre aux règles de la patriarchie, porter un enfant par son corps et tout ça, et ensuite se soumettre aux règles sociales de comment un enfant doit grandir, etc., semble être en porte-à-faux avec les idéologies féministes. Donc je me suis posé la question, comment on peut réconcilier le fait de se revendiquer féministe et le fait d'avoir un enfant? Et donc j'ai donné la parole à une trentaine, cette fois-ci, de personnes du Sénégal, du Kenya, de la France, des États-Unis, du Pakistan, de plein de pays qui définissaient qu'est-ce qu'être un parent féministe pour eux. Certains sont en couple, d'autres ne le sont pas. Certains ont adopté, d'autres ont
élèvent les enfants de leurs filles ou fils. Donc montrer qu'il n'y a pas une seule manière de devenir parent. Et il y a aussi des hommes. La parole est donnée aux hommes pour dire comment cette masculinité toxique les empêche d'embrasser leur rôle de père dans cette société. Donc c'est une parenthèse, mais je pense que ça parle assez au thème de ce panel qui est le travail de l'archéologue, qui est d'aller revendiquer, d'aller documenter par les histoires, que ce soit par la fiction ou par des histoires réelles, des sensibilités que des personnes ont et comment elles parviennent à embrasser la complexité de positions politiques ou idéologiques contradictoires. Je vous voyais hocher de la tête, Annie, parce que c'est intéressant ici d'avoir votre comme en écho, parce que dans ce livre, dont encore une fois, comme les autres romans, on n'explore pas toutes les facettes dans la mer Noire, dans les Grands Lacs, votre héroïne va être à la recherche de son père, mais c'est une recherche qui n'est pas que géographique, elle est aussi intellectuelle dans la dimension de révolution, de vouloir changer les choses. D'ailleurs, vous l'avez dit dans d'autres entretiens, qu'à travers les héros d'une certaine révolution africaine, peut-être qu'elle recherche un père, un autre père, puisque son père a disparu. Et cette dimension de, je ne sais pas si le mot est juste, de militantisme, en tout cas africain, qui est souvent méconnu, c'était aussi une des choses que vous vouliez nous transmettre dans ce roman, parce qu'on parle beaucoup de cet esprit de résistance dans le livre, que finalement on renonce à certaines choses, on descend dans la rue en prenant des risques, jusqu'à la torture évidemment, et donc c'est pas une Afrique passive, c'est une Afrique en lutte. J'avais pas le choix. Nili, c'est une jeune Roumaine qui va débarquer au Congo. Ça aurait pu être une jeune Polonaise qui débarque au Botswana, je sais pas moi, une Hongroise qui débarque au Lesotho. Enfin bon, elle se retrouve dans cette situation là, puisqu'elle a grandi dans une culture qui est sa culture maternelle. Elle a une façon de s'exprimer, elle porte un langage, un rapport à son corps, aux gens, etc., qui est complètement transpercé, transfiguré par ce qu'il y a de plus profond dans la doïna, dans le dor, dans cet esprit vraiment extraordinairement riche de rire, tristesse, morbide, joie, qu'on retrouve là, en l'occurrence, dans la culture moldave du pays, de la région où elle est née, où je suis également née. Mais tout cela la pousse physiquement et mentalement à se déplacer. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui rejette la fixité pour se définir, pour définir les autres. Dans ce roman, par exemple, tous les personnages, et même les personnages puissants, forts, même les personnages qui sont porteurs du futur et d'espoir, qui sont encore empreints de la vision coloriste du monde, par exemple. La meilleure amie de Nili, Michel, elle est roumano-togolaise, et elle dit moi je suis une tismée. Elle meurt. L'homme que Nili va aimer et dont elle porte l'enfant, à qui elle raconte cette histoire, qui est un jeune activiste d'un mouvement citoyen qui est aussi empreint de cette vision-là du corps des autres, il meurt aussi. Donc quelque part, j'avais besoin de mettre en mouvement une femme par sa voix. Tout ce qu'on fait, c'est l'écouter. Tout ce qu'on fait, c'est s'asseoir à côté d'une femme en Afrique et de l'écouter. D'ailleurs, c'est ça l'oralité africaine. Il n'y en a pas d'autre en vérité. Tout le reste, c'est du folklore. C'est une jeune femme qui parle et qui raconte ce qu'est le monde passé. De la manière la plus urgente possible, elle va transmettre ça à son fils. Elle est en recherche d'un père, elle va aimer un homme. Les figures qui lui ont permis de se construire sont des figures de l'altérité par rapport à son enfance, par rapport à son rapport à la maternité, et ce sont des figures masculines. Et c'est très très important pour elle d'être, en quête, en recherche de ce pôle masculin,
parce que ça lui permet de se compléter. Il n'y a pas de filiation d'identité complète sans cette au moins bipolarité, si ce n'est, là pour le coup, pluripolarité, puisqu'elle va reconnaître dans des visages qui sont des visages d'hommes de sa famille, son visage. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient un être complet. On m'a demandé d'ailleurs si ce roman est un roman féministe. Ben non, en fait, c'est pas paradoxalement. Si vous posiez la Je question. pense pas que ce soit un roman féministe au sens où il s'arrête pas à comment dire, là pour le coup, uniquement à la question de la condition féminine, mais la mise en mouvement de ce personnage spécifiquement, c'est pas forcément le cas ailleurs dans mon travail. Dans mon deuxième roman, par exemple, c'est clairement un roman féministe, mais la mise en mouvement de ce personnage nécessite, a besoin de cet autre pôle, de cette polarité qu'est la masculinité, là pour le coup qu'elle a en elle en plus, elle est sur le point d'accoucher. Ouais. Alors, j'avais pas le choix, oui, c'est ça, vous n'aviez au pas le sens choix. de faire apparaître à l'intérieur du texte. On parle du Congo. Le Congo, c'est le pays des prophètes en résistance. Et dans l'histoire, même si on a des figures extrêmement fortes, comme Kimpavita, par exemple, enfin, on parle de Lumumba, on parle de Kibangu, ce sont des figures masculines. Et elle, Nili, elle porte les voix et les héritages de ces hommes-là en elle, dans l'histoire de sa famille, mais aussi dans son propre déplacement mental et spirituel. Et donc pour moi, c'était important que les hommes existent par sa voix à elle. Vous aviez une question à poser ? Il y a une question à poser, alors c'est très bien. Alors, oui, ma question s'adresse à Annie Lulu. Vous parlez du non-déplacement et de la fixation la fixation de l'identité de la femme. Est-ce que ce n'est pas une question qu'il faut poser aussi en termes d'esclavage ? Je m'explique. J'écris aussi et j'ai écrit un gros travail sur l'esclavage. Est-ce qu'il ne faut pas poser la question du déplacement parce que le mur au-dessus de soi est trop bas ? Est-ce qu'il ne faut pas parler, et vous le dites très bien, de refus de la bipolarité de la personne ? D'où les dérives qu'il y a maintenant, même physiques, du point de vue habillement. Est-ce que c'est là qu'il ne faut pas poser la question ? C'est une question qui se pose aux femmes, mais qui se pose aussi aux castes dites basses ou aux pays qui ont été colonisés. Je ne comprends pas exactement précisément la question, mais par contre... La question vient sur votre thème de non-déplacement ou de déplacement. De déplacement. Voilà, en tout. Mais je me dis qu'il faut peut-être aller au-delà de la question de la femme. Oui, mais il faut parler aussi de l'identité de la personne, de l'identité dite ethnique, etc. etc. Alors, vous voulez dire que, pour résumer, pardon oui. si ça ne traduit pas la nuance de votre question, mais en tout cas, il y a des circonstances historiques, des circonstances ethniques, presque un déterminisme, dirait certains, qui participent de ce qu'on peut appeler déplacement ou non-déplacement qui se produit à l'intérieur. C'est pas, excusez-moi, oui. c'est vraiment, je suis sur un fil. Oui, mais c'est pour ça qu'on essaie de cerner le fil. Je termine. C'est pas un déterminisme, c'est un déterminisme qui a été déterminé par d'autres. Ah oui, vous voulez dire qu'il est joué à l'avance, presque. On vous force à rentrer dans un jeu qui est défini Alors, par les autres. est-ce que ça est clair ? Merci beaucoup. Voilà, on a essayé d'éclairer les contours de votre question, Annie. Oui, je comprends très bien du coup ce qui se dit. Et effectivement, ça aurait pu être des approches intéressantes. C'est simplement qu'à un moment, ce personnage dit « je choisis la singularité ». Elle aurait pu être indo, je ne sais pas moi, portugaise, suédo-mexicaine. Elle se serait retrouvée finalement dans le même genre de situation. Moi, j'ai approché l'histoire de ce personnage à partir d'un terrain culturel qui m'est familier, et puis aussi parce que c'est rare, et donc du coup je trouvais ça génial d'aller de la Roumanie au Congo, parce que c'est mon monde en fait. Oui, bien qu'il nous paraisse étrange pour nous, mais c'est votre monde. Mais pour le coup là, c'est ce qu'elle dit, Nili, c'est la singularité. Elle va même très loin. Je crois qu'il y a un moment où on peut entendre chez elle l'idée que l'identité, ça n'existe pas. C'est de la fiction totale. Et que le fait encore de se reconnaître ou de parler de soi
ou de se projeter à partir de notions, de mots, etc., qui vont figer une identité qui peut nous permettre de nous émanciper à un moment donné, de nous construire à un moment. Mais même ça, c'est une impasse. Elle, ce qu'elle dit, c'est je suis une singularité, je vais exister comme ça, et tout le reste ne m'intéresse pas. Et c'est sa force, je pense. C'est sa force. Alors, on parlait de déterminisme. Dimitri, il y a cette notion aussi qui vient, puisqu'on disait votre personnage naît dans des circonstances qui font que il n'est rien, vous le disiez à l'instant, mais on peut s'empêcher de faire un rapprochement avec, et c'est une question qu'on vous a posée 43 milliards de fois, mais au tribunal, quand vous couvriez les faits divers, etc., vous avez rencontré des parcelles de ce qui allait être votre protagoniste ? Je veux dire des parcelles représentées par des gens qui étaient soit plaignants, soit victimes, soit même des parties civiles, soit des gens que vous avez vus dans le public. Et on revient aux origines. Vous vous posez la question du pourquoi, parce que c'est la question qui obsède. Une fois qu'on a le mal absolu qui est incarné, on se dit pourquoi. Et même s'il n'y a pas de réponse au pourquoi, est-ce que ça a été un début finalement ? Quand vous couvriez ça, vous passiez, vous le disiez à l'instant, des heures au tribunal. Oui, c'est l'impression il y a un moment où on se demande ce qui fait que... Moi, je me demandais ce qui faisait que j'étais moi assis à ma place dans la salle et pas dans le box, par exemple, à la place de... Vous vous êtes posé la question, cette projection. Forcément, on se dit, mais c'est pourquoi lui, il est là et pourquoi moi, je suis là. Et il y a toujours un moment où, et on en a parlé aussi avec Delphine, ce moment où tout à coup, on finit par ne plus voir que l'enfant. Et c'était très étonnant parce que moi, l'idée, c'était pas d'écrire quelque chose de déterministe au sens où il y a plein d'enfants qui vivent des choses extrêmement violentes. De ce que je raconte dans le livre, je veux dire, tous les jours, je vois bien pire que ça, malheureusement. Et il y a des enfants qui s'en remettent. Oui, il y a une notion de résilience qui existe voilà. par ailleurs. Mais par contre, le point commun à quand même tous les gens qu'on voit, tous les adultes qui sont jugés pour des faits graves, c'est tous des gens qui ont traversé des enfances douloureuses, chaotiques, etc. Donc il y a quand même et c'est un peu banal de dire ça, mais il y a ce nœud quand même de l'enfance, il y a cet enjeu hyper fort de l'enfance qui est là. Et ce qui est étonnant, c'est quand on voit des gens comme ça, c'est des adultes, quand on suit un procès d'assises, pour ceux qui ont déjà suivi des procès d'assises, on revient beaucoup sur l'enfance, etc. Mais donc tout à coup, on voit surgir l'enfant qui a été, à un moment donné, et qui était un possible absolu, qui pouvait devenir tout autre chose. Et donc forcément, au bout d'un moment, à quel moment ça bascule ? Pourquoi ça bascule ? Et ça nous renvoie à cette espèce un peu de misère humaine, c'est-à-dire qu'on est jeté dans un monde auquel on ne comprend rien, on ne choisit pas. Et moi, ça me renvoie, c'est pas une culpabilité, mais c'est quand même étonnant de se dire, voilà, la réalité, c'est que moi, je suis assis là, et je vais écrire sur la vie de celui qui est là-bas, et qui, lui, a été aussi dépossédé de lui-même. Moi, je ne dis pas que je me possède, pas du tout. Je suis dépossédé de moi-même dans plein de façons, même des fois jusque dans l'écriture, on est dépossédé de soi. Mais lui, il est dépossédé dans quelque chose qui va générer quoi ? 20 ans de tôle. Donc on ne peut pas être juste un observateur à un moment donné, et on écrit son papier, puis on s'en lave les mains et on rentre chez soi et tout va bien. Donc moi, au bout de 10 ans, il n'y avait plus rien qui allait bien, donc il a fallu que j'écrive un livre pour essayer d'affronter ça aussi, cette réalité-là, de dire, ce gamin-là, moi je voyais des gamins partout, on en parlait aussi, on finit par ne plus voir que ça, des enfants qui souffrent dans la peau d'adultes qui ne savent même pas l'exprimer. Donc moi, je suis allé rencontrer un enfant qui allait porter cette voix-là. Voilà, cette voix de la souffrance de l'adulte qui a échoué et qui n'a plus rien à faire d'autre que se dire je vais mourir en tôle. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, c'est vrai qu'il y a l'heure du repas, mais restez encore pour cette dizaine de minutes parce qu'on va avoir un privilège qui est rare, mais qui est présent à Laval, c'est d'écouter les auteurs nous lire un extrait de leur livre. Et c'est vrai qu'en plus, ce sont des voix que vous allez entendre portées par ceux qui leur ont donné vie. Alors, Delphine, quel extrait avez-vous choisi de partager avec nous ? Moi, je vais faire un pas de côté. Ah bah allez-y, la chorégraphie est autorisée. J'ai cru que j'aimais Vincent pour oublier, mais je l'aimais pour me souvenir. Après notre dîner, j'ai cessé d'aller à son cours. Pendant tous les jours qui ont suivi, j'ai écrit sans relâche, à l'abri derrière une cloison de papier. Je me sentais happée, tirée par le bras. Je ne cherchais pas à comprendre. Je savais qu'à un moment, je cesserais d'ignorer ce qui gisait au fond de moi. Le passé ne suffit pas à dire ce que je suis, mais il a tatoué le présent. Ce n'est pas juste une décalcomanie
emballé dans un chewing-gum à la fraise. J'avais l'impression d'avoir mis jusqu'alors mon cœur dans un freezer. J'avais envie de le revoir, il venait du vent. J'aimais qu'il soit entré dans ma vie sans que je ne l'ai jamais attendu, ni même espéré. Il était apparu, un voilier au fond des yeux. J'aimais qu'il fût curieux de moi, il ne voulait pas seulement me connaître, il voulait me savoir, cherchant, sous les poplines, le plus intime de mes visages. Nous avons commencé le voyage, j'écrivais les mots d'étoffe, je décousais l'ourlet en suivant la marge. Durant tout le temps de notre histoire, nous avons voyagé hors des hublots, dormi sur les ponts, loin du confort des cabines. Nous nous retrouvions dans des cafés près de mon bureau ou de la gare, et souvent, je me demandais si nous étions les seuls à nous aimer dans ces lieux de partance, au nom prémonitoire. L'arrivée, le départ, le terminus, à regarder l'heure, à conjurer les ralentis. Nous passions 3 heures ensemble, la dernière demi-heure, j'étais déjà dans le manque, désirant presque enfin il soit loin. Nous étions au début de nous, une boule de lumière incandescente, malgré la valise posée contre la chaise, nos cœurs pris dans un sablier. Jusqu'à la fin, il me tiendra la main pour que je traverse la passerelle, il me regardera partir. Et la passerelle de la lecture que vous évoquez nous amène aussi à changer d'univers avec vous. Ça, là, en vous écoutant, je repensais aussi à une de vos passions, mais le temps passe, c'est en tout cas les vides-greniers et la fabrication de bijoux à partir de morceaux qui pourraient paraître entre guillemets récupérés. Et on retrouve un peu de ça dans le roman, hein, comme l'archéologue, mais là c'est un archéologue orfèvre. Voilà, c'est en même temps qu'on écoute, il y a des deuxièmes pensées, comme disent les Anglais. Voilà, minuscule parenthèse, mais c'est bon signe. Ah oui, pardon. Allez-y. Pardon. Oui, en fait, je créais des bijoux à partir d'éléments anciens qui étaient l'histoire de famille des gens, c'est-à-dire des choses dans les fonds de tiroirs, des bouts cassés. Et je dis ça non pas pour vous le dire, pas par coquetterie, mais en fait, ce livre, c'est la même histoire. C'est l'histoire de chacun et chacune qui détiennent au fond de nous, dans des tiroirs, une partie d'eux-mêmes dont on ne se sépare jamais, même cassés, même défaits, même perdus, qu'on emmène partout avec soi. Alors, ça là, on emmène avec nous maintenant un extrait de cette lettre portée par votre narratrice. Le souvenir de cet accouchement me laisse toujours dans un état euphorique. Souvenir nectar. Mes reins se rappellent aussi douloureux. Souvenir spasme. Quand j'ai donné naissance à ma fille Serge et que le docteur l'a mise entre mes bras, j'ai connu un état de grâce sans pareil. Et je contemplais ce petit être mien. Le cordon ombilical qui n'était pas encore coupé était la preuve vivante de notre communion, sang et corps. Et je la contemplais, si belle, si frêle et si émouvante. Et j'oubliais la douleur des mois précédents. Douleur de mots crucifiante, douleur de mots dans ma chair et mon cœur. Et je la contemplais, et j'oubliais les rumeurs qui voulaient écorcher ma grossesse et m'atteindre. Et je la contemplais. Et j'oubliais la discrimination silencieuse dont j'étais l'objet dans le quartier. Et je la contemplais. Et j'oubliais les sautes d'humeur, les nausées, les crampes, les engourdissements et les affres de l'enfantement. Comme ils étaient futiles face à ce moment de grâce, insignifiant, et je sus que s'il le fallait, j'y repasserai encore et encore, autant de fois qu'il le faudrait, pour accomplir le miracle de la vie. Et je la contemplais, et j'oubliais ma douleur et ma peur de donner naissance à un enfant dont le père n'était plus. Et aujourd'hui, je sais que je n'ai fait que cela, toute sa vie durant, la contempler. C'est vrai, le silence après qui précède la lecture est intéressant puisqu'il y a des images qui surgissent. Dimitri, où vous avez choisi de nous emmener pour cet extrait dans le roman que vous avez écrit? Le personnage, c'est un moment où il est aux mains des psys. Un psychologue est arrivé et je me souviens, il avait fait des tests, je devais ranger des dessins pour faire des histoires et raconter ce que m'inspiraient des taches d'encre. Je ne comprenais pas son charabia. Il m'avait dit l'important n'est pas que vous compreniez, mais que moi je puisse en retirer quelque chose. Et j'avais dit bon courage.
J'aurais dû me méfier. Il disait des choses pénibles sur ma construction de personnalité et que je serais psychopathique et que mon niveau de langage était faible. Je l'ai interrompu, mais on ne m'a pas laissé dire. Quand j'ai pu avoir mon tour, j'ai dit que j'avais un parlement qui n'était pas celui des gens et que je sentais bien que mes idées allaient plus loin que mes mots. J'avais l'impression d'un type qui a la tête infatigable alors que ses jambes supportent pas le voyage. J'avais eu 2 psychiatres aussi, et il avait fallu expliquer aux jurés la différence. J'ai appris que c'était des médecins, et pour le coup, eux, ils lisaient un peu les pensées. Le premier, c'était celui qui fumait la pipe, et il a... Le premier était celui qui fumait la pipe. Et il a répété qu'il pensait que j'avais fait quelque chose qui n'était pas réel pour moi. L'autre a dit c'est du délire et des hallucinations extra-psychiques. Pour eux, c'était une bataille. Ils devaient dire si j'étais fou. Le président m'avait demandé si je me sentais dérangé. J'avais dit oui. J'imaginais que ça aurait été plus drôle de mettre les 2 psychiatres ensemble à la barre. Et à la fin, le deuxième aurait dit à l'autre « Vous êtes malade ». Le président avait sa manière de parler au psychiatre comme s'il valait mieux être trop poli au cas où il pourrait aussi lire dans les pensées du juge. Avec les témoins, c'était monsieur et madame tout le monde. Il se penchait, il faisait la leçon. Comment ça? Vous vous souvenez pas? Pourquoi vous pouvez pas dire ça? C'était jamais assez bien. Voilà un extrait. Nous étions donc dans ce face-à-face que vous contez dans le roman. Un face-à-face assez incroyable, puisqu'on essaie de comprendre, mais comme vous l'expliquez très bien dans le livre, on est au-delà de la compréhension. Il y a toujours une part de mystère sur les causes, d'ailleurs de miracles ou de catastrophes. Et maintenant, nous allons conclure avec vous. Annie, vous avez choisi de partager quel extrait. C'est toujours intéressant, ça donne aussi, à vous qui allez lire le livre, une idée de la musicalité de la lecture. Alors, où nous partons dans votre roman, Annie? Dans la voix de Nili qui parle à son fils très directement. C'est un Voilà. tout court chapitre d'une page. Voilà, avec une lecture qui tombe à point nommé, évidemment, pour vous. C'est un hasard. C'est un hasard. Mais voilà, on revient à Paul Éluard, le hasard n'est qu'un rendez-vous. L'amour. Mon fils, je ne saurais te décrire ce que c'est qu'aimer. Peut-être que ce n'est rien. Mais je t'ai déjà dit au commencement fragile de cette palabre entre nous que tôt ou tard tu verras toi aussi combien c'est bon. J'observe l'eau du lac et je me retrouve en toi. C'est dans l'allongement froissé de la première morsure que tu as fait surface, quand ton père s'est couché sur la moiteur de ma liberté avant qu'il disparaisse. Et mon amour est triste. Mon amour, c'est un grand corps de femme soutenant la voûte du monde, paré de bijoux rayonnants au zénith de tous mes souvenirs, saturé par la bruine ruisselante de n'avoir pas eu le temps de déployer ce corps plus loin, vers l'espace infini qu'il voulait dévaler comme au jour de la création. Et puis, à ta respiration nouvelle, ce grand corps serti s'est courbé vers ta demande de vivre. Tu n'étais qu'un maigre rameau forgé de citronnelle, de sel, de toutes les odeurs qu'a laissé ton père en moi. Mon grand corps, c'est mon amour, et tu étais dans ce corps. Tu prends racine dans mon amour, et mon amour se nourrit de tout ce qu'un petit fuseau de paille élémentaire peut offrir à une mer torrentielle. Tu consommes déjà la blessure qui m'avait hypnotisée. Mon fils, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit « Je n'ai rien à t'offrir ». Tu es déjà dans tout. C'est une belle conclusion et par ricochet, on pourrait se poser la question que vous vous posez d'ailleurs, Delphine, sur vos réseaux sociaux, ce que l'écriture vous a pris ou vous a rendu. Et vous finissez, comme on a beaucoup parlé de Paul Éluard, sur une phrase de Paul Éluard que chacun pourrait méditer, vous en rappelez. Elle sortit de son lit comme on entre dans l'histoire. Pardon, je vous reprends encore, mais Une nuit après nous est tirée d'un vers de Paul Éluard qui dit, je vais vous le dire, qui dit « Même quand nous dormons, nous veillons l'un sur l'autre, et cet amour plus pur que le fruit mûr d'un lac dure depuis toujours, sans rire et sans pleurer, un jour après un jour, une nuit après nous. » Et un livre après un livre, vous pourrez découvrir l'univers des auteurs qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui. Merci à vous et vive la liberté créative. What's up?